Bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Monsieur Lebel. Merci à Madame Vollet également de m'avoir invité. Juste un petit détail au début. En fait, on devait être deux avec Jean-Pierre Gagneux. Je me retrouve tout seul, en fait, parce qu'il a des impossibilités. Donc, je vais essayer, en fait, pendant cette heure, de vous parler effectivement du microbiote. C'est quelque chose de relativement nouveau, semble-t-il, mais en réalité pas tant que ça. C'est juste des avancées, en fait, biotechnologiques qui permettent en fait de mieux l'explorer. Et c'est ce que je vais essayer de vous en parler pendant le temps qu'on va passer ensemble. Ce que je vous propose, c'est que je puisse avancer progressivement et qu'on puisse partager en fait mon exposé en trois. Dans un premier temps, en fait, vous donner la définition de ce qu'on appelle un microbiote, et je vais plus exactement me concentrer sur le microbiote intestinal. Et vous donner également pour quelles raisons on s'y intéresse depuis une dizaine d'années et pour quelles raisons en fait toute la littérature scientifique explose sur ce plan-là. Au fait, on peut dire qu'on est en train de revisiter la médecine. D'autre part, en fait, également, les particularités de ce microbiote, je vous en parlerai, une variabilité extrêmement importante, une plasticité très très importante également qui lui permet de s'adapter tant au régime, au mode de vie, éventuellement être responsable de pathologies. C'est la deuxième partie dont je vous parlerai, avec certaines pathologies, comme M. Lebel a dit, le diabète qui pose un réel problème, les maladies inflammatoires, peut-être l'axe également intestin-cerveau. Et puis, comment est-ce qu'on peut le moduler dans un troisième temps? Peut-être on peut faire en fait, de façon interactive, s'arrêter à chacune de ces trois parties. Donc, dans un premier temps, de quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'un microbiote? En réalité, un microbiote, quand on regarde un petit peu sur le plan étymologique son nom, microbio, c'est-à-dire en fait des petits êtres vivants, c'est-à-dire des petits organismes vivants. Microbiote, il y a un biote, c'est-à-dire qu'il trouve un environnement, un habitat qui lui est propre. Et c'est ainsi qu'en réalité, il s'agit de composition de plusieurs... je trouve mon pointeur... Oh, ça sera peut-être plus simple ici. La composition de plusieurs communautés microbiennes, c'est-à-dire un ensemble de communautés microbiennes, plusieurs bactéries, des archéobactéries, des levures, qui peuvent se trouver à différents endroits au niveau du corps, qu'il s'agisse au niveau de la bouche, que vous voyez ici, la flèche est bien là, au niveau de la peau, où il y a principalement, et ça vous le savez, c'est des noms que vous entendez fréquemment, c'est des staphylocoques, des corynébactéries, des propionibactéries, c'est des bactéries qu'on retrouve fréquemment au niveau de la peau. La bouche, c'est surtout beaucoup de streptocoques. Et au niveau de l'intestin, c'est la partie où il y a la plus grande densité, la plus grande variabilité et la masse la plus importante de bactéries. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, de ce microbiote intestinal. Ce microbiote intestinal, et quand on pense au fait sur le microbiote d'une façon générale, M. Lebel l'a dit, je le redis, c'est assez impressionnant. C'est vrai que les bactéries sont plus petites que nos cellules, évidemment, elles sont 10 fois plus petites, mais en réalité, nous sommes composés de 90% de cellules microbiennes pour 10% seulement de cellules humaines. Donc en réalité, on est un monde dans un monde, nous vivons en fait avec des bactéries, nous vivons chez les bactéries et nous sommes en symbiose totale avec ces bactéries qui évidemment nous rendent service, mais qui peuvent de temps en temps se transformer en pathogènes et donner des maladies. Mais quoi qu'il en soit, nous vivons avec, et c'est le fruit d'une très très longue évolution que je vais essayer de vous expliquer. Ce microbiote n'est pas constant, il est variable, il peut être variable tant au niveau de sa localisation, bien sûr au niveau de la peau, comme vous voyez ici, au niveau de la bouche, au niveau également des individus. Tous les individus ici, nous n'avons pas tous le microbiote, évidemment, et des modes de vie. Certains ne bougent pas, d'autres bougent. L'hygiène, ce n'est pas la même chose en Afrique qu'en Europe. Et les périodes de la vie, à la naissance, ce n'est pas la même chose que quand on est âgé. Et je vais essayer de vous montrer la plasticité de ce microbiote et comment il évolue. Donc tout d'abord, en fait, quelques définitions. Je dirais, en fait, comme j'ai mis dans le titre, des définitions pour garder le cap, pour ne pas se perdre un petit peu dans les termes. Le microbiote, et comme je viens de le dire, en fait, c'est la communauté microbienne qui vit en symbiose avec son hôte, on va dire nous. La constitution de la communauté microbienne est spécifique de son hôte et sous l'influence de beaucoup de choses. Tout d'abord, en fait, de la propre génétique de l'homme, c'est-à-dire, on va dire que c'est endogène, et également de tout ce qui va l'entourer, de tout l'environnement, toute la partie exogène. Ils vivent en symbiose, c'est-à-dire en fait, qu'ils tirent profit l'un de l'autre en permanence.
et ils vivent en équilibre. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre cette communauté bactérienne qui peut être pathogène et l'autre. Et on va dire qu'on se retrouve dans une condition de paix, dans une guerre perpétuelle, ou enfin, voilà, vous avez compris, j'essaierai de vous expliquer. Le microbiome, ce qu'on entend par microbiome, et je dirais quasiment, j'ai presque envie de dire que c'est un synonyme pour aujourd'hui, bien qu'il ne s'agisse pas du tout d'un synonyme. Le microbiome, c'est quand on analyse le génome de ces bactéries et non pas, au fait, les bactéries elles-mêmes. Vous verrez qu'il est impossible, au fait, de comprendre, d'analyser les bactéries, puisque 70%, nous ne sommes pas capables de les cultiver in vitro. Et d'autre part, en fait, la métagénomique, le microbiome et la métagénomique, la compréhension des gènes de toutes ces bactéries est possible grâce à ces avancées énormes sur le plan biotechnologique qui sont le séquençage ADN à haut débit. Et j'essaierai de vous expliquer en quelques mots également en quoi ça consiste. Et enfin, un mot qui va de soi. Quand on va parler de dysbiose, c'est-à-dire une différence sur le microbiote qui perd son équilibre, et cette dysbiose qui risque au fait de créer au fait, une pathologie, notamment dans le cadre du diabète, et on verra également au moment de la pathologie. Comme on va s'intéresser à l'intestin, juste quelques mots sur l'anatomie de l'intestin. Je pense que vous tous, vous connaissez exactement comment ça se passe. Vous avez bien entendu l'œsophage, la bouche dans un premier temps, la mastication, les aliments qu'on avale. Vous avez l'œsophage qui finit au niveau de l'intestin, qui s'abouche au niveau de l'intestin, dans lequel il y a pas mal d'oxygène et une présence au fait d'acide chlorhydrique assez importante, qui permet dans un premier temps de tuer pas mal de bactéries. Peu de bactéries passent. Néanmoins, les lactobacilles, les streptocoques passent à ce niveau-là. Quand on s'achemine dans l'intestin grêle, en fait quelques mètres, plusieurs mètres d'ailleurs, c'est à ce niveau-là que se passe la digestion. Il y a une raréfaction de l'oxygène, donc forcément la flore bactérienne, le microbiote va changer. L'acidité va disparaître avec une apparition en fait, d'un pH quasiment neutre. Et le côlon, qui est la partie le gros côlon, le gros intestin, à ce niveau-là, en fait, s'opère l'absorption hydrique, principalement l'eau, quelques ions et des acides gras à courte chaîne, qu'on va dire, en fait, c'est les produits de la fermentation des bactéries qui se trouvent à ce niveau-là. Et je vais essayer de vous en parler. Quoi qu'il en soit, cet intestin, il faut prendre conscience qu'il s'agit au fait d'un élément qui est d'un tube extérieur, et on est en permanence en contact avec le milieu extérieur, donc on est obligatoirement en interaction avec notre environnement. Comment se compose globalement cette population bactérienne, comment elle se densifie, comment elle se diversifie dans l'intestin? On s'aperçoit que si on part de l'estomac jusqu'au côlon, on passe d'une dizaine de bactéries dans l'estomac où c'est très acide, il y a peu de bactéries. Ça s'enrichit progressivement dans l'intestin grêle pour arriver au côlon à 10 puissance 12 bactéries par gramme, c'est-à-dire que dans le kilogramme que nous avons de sel, ça représente 10 puissance 14. En d'autres termes, 100 000 milliards de bactéries. En gros, 20 000 fois la population sur la planète d'hommes. Donc c'est énorme, c'est ce que nous avons chacun d'entre nous dans l'intestin. C'est quelque chose qui vit, qui produit des protéines, qui a son métabolisme et avec lequel on interagissons. Et effectivement, et évidemment, c'est pas quelque chose qui peut rester de façon totalement inerte. Et on a un rôle à jouer là-dedans. Dès la naissance, on se colonise. Cette densité va augmenter progressivement pendant les quelques premières années. Il va y avoir la densité qui va être relativement stable après, pendant le reste de la vie. Néanmoins, il va y avoir une variabilité interindividuelle très importante, une variabilité individuelle également qui va dépendre des différents modes de vie pour exogènes ou de l'hôte également. Et la diversification que l'on peut obtenir en fait, au niveau de cette densité énorme de bactéries, elle est de l'ordre de 1000 espèces différentes. 1000 espèces différentes, on ne peut pas toutes les étudier, on ne peut pas toutes les cultiver, donc c'est la raison pour laquelle il faut des nouvelles techniques. Donc, la généralité, c'est ça. En fait, quelques mots en fait, pour les généralités sur le microbiote intestinal. On se colonise dès la naissance. On a 100 000 milliards de bactéries dans l'intestin, ce qui est énorme.
1000 espèces différentes qui interagissent entre elles, et pour l'instant on est très très loin d'avoir compris comment ces bactéries interagissent entre elles, et un nombre de gènes qui constitue ces 150 fois notre quantité de gènes. L'homme étant constitué de 22 000 gènes, l'ensemble des bactéries sont potentiellement 3,5 millions de gènes qui marchent dans notre intestin. Donc voilà, je vous donne un état des lieux quantificatif. Maintenant, il faut le comprendre. Cette quantification, actuellement, elle était difficile jusqu'à les années 2005, milieu des années 2000, puisqu'on n'avait pas les moyens de pouvoir les étudier. Uniquement 20% de ces bactéries sont cultivables. Alors, par cultivable, c'est-à-dire qu'on peut obtenir leur croissance in vitro. Et vous savez qu'on en a besoin pour pouvoir les étudier. Et bien entendu, comme 70% n'étaient pas cultivables, on n'était pas capable de les étudier. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut explorer ce microbiote et comment se fait-il, qui sont ces bactéries qui le composent? Alors, un tout petit retour en arrière, effectivement, il y a des dogmes qui ont été cassés par Hippocrate, qui a rejeté effectivement les religions en disant que la médecine existait comme discipline à part entière et que beaucoup de maladies dépendaient du mode de vie du patient, d'une part, et puis de son mode alimentaire, entre autres, avec la théorie des humeurs qui a fini par aboutir en fait au corpus hippocratique, notamment. Beaucoup d'années sont passées, en fait, et puis le début de la microbiologie, je veux dire qu'il remonte 20 siècles après Hippocrate, c'est-à-dire fin du XVIIe siècle, avec la première description des bactéries, Anthony van Leeuwenhoek, le découvreur du microscope, où il regarde des petites choses qui bougent, qu'il appelle animalcules, et il a fallu attendre en fait 200 ans environ pour que Pasteur puisse découvrir et faire le lien entre les maladies infectieuses et les bactéries en les cultivant in vitro, comme vous voyez ici. Voilà de quoi on parle quand on parle d'une culture bactérienne in vitro. Il s'agit du siècle dernier, ou on va dire avant-dernier presque, parce qu'on commence le XXIe siècle, mais le XXe siècle a été principalement marqué surtout par la connaissance de la génomique. La génomique, l'ADN des bactéries, l'ADN humain, et les avancées technologiques ont été majeures. En fait, la découverte fondatrice, bien entendu, vous avez certainement entendu parler, c'est Watson et Crick avec sa double hélice d'ADN. Très rapidement, le code génétique est arrivé 8 ans plus tard avec un prix Nobel pour Watson. Et quelques temps plus tard, en fait, le deuxième prix Nobel il a été récompensé du deuxième prix Nobel. Il s'agit de M. Sangers, décédé en fait il y a quelques mois à peine, et qui a permis en fait de séquencer l'ADN, c'est-à-dire enfin de pouvoir lire les gènes et de savoir en fait en quoi consiste, d'où sa méthode, la méthode Sangers, ancienne, c'est vrai, mais c'est quand même elle est fondatrice dans ce sens où on est capable de se balader sur ce génome, lire ces 4 lettres ATCG, et c'est l'assemblage de ces gènes et leur ordre qui apparaît successivement, qui détermine la fonction des gènes, la synthèse des protéines, etc., etc. Bien entendu, lorsqu'on regarde en fait fin des années 90, 10 ans après la découverte de ce séquençage, on était capable de séquencer, on va dire, une base c'est un A, 1000 paires de bases. Pour dire, en fait, c'est une paire de bases, en fait, parce qu'on est capable de lire le double brin d'ADN. 1000 paires de bases en une semaine, c'était trop long, difficile de séquencer un génome entier. Les premiers génomes qui ont été séquencés, c'est en 97, la première bactérie, et ça avait pris quand même 2 ans de travail. Aujourd'hui, les choses sont totalement transformées, et c'est ça la révolution biotechnologique qui permet enfin de s'intéresser au microbiote, c'est qu'il y a une démocratisation du séquençage d'ADN dans le sens où tout le monde est capable de séquencer de l'ADN aujourd'hui, et avec également des séquenceurs à très très haut débit, puisqu'on est capable de, un peu comme pour les ordinateurs, la capacité des mémoires des ordinateurs, on parle en mégabases. Donc on est capable de séquencer en 2005 20 millions de paires de bases en 5 heures. Ça passe à 100 milliards en 5 jours en 2010 pour qu'aujourd'hui, l'ensemble du génome humain, on puisse le séquencer en théorie en 15 minutes. En théorie, on obtiendrait une très très longue séquence d'ATCG, mais néanmoins, c'est des données énormes qu'il faut savoir analyser, qu'il faut savoir interpréter. Et c'est dans ce sens, en fait, qu'actuellement, le défi existe. On séquence beaucoup de choses, on lit les gènes des bactéries, on les identifie par leur génome, et beaucoup de gens se sont associés avec des consortiums actuellement internationaux pour pouvoir en fait rassembler toutes ces données,
mettre à disposition de la communauté scientifique des outils pour pouvoir travailler dessus, et également de rassembler ces données pour pouvoir avancer et trouver les liens entre le microbiote, les microbiotes, donc les microbiomes puisqu'on parle de l'ADN, et les pathologies qui sont celles qui nous concernent. Donc voilà les deux grands consortiums, un européen, Métaït, qui est dirigé par Ehrlich Dusko à Jouy-en-Josas en France, et également le Microbiome Project également aux États-Unis, qui ne concerne pas uniquement l'intestin, mais le microbiome d'une façon générale, et qui est au NIH à Washington. Donc ils bénéficient de sommes importantes pour pouvoir en fait rassembler les données et pouvoir. Leur objectif principal, c'est de trouver un lien entre ces microbes et les pathologies humaines. Donc qu'est-ce que permettent ces séquençages d'ADN? C'est de faire une cartographie, permettre de faire une cartographie, d'étudier les bactéries les unes après les autres, dire que ce gène correspond à telle bactérie, et identifier ainsi, c'est exprès que je fais en petit pour que vous ne puissiez pas voir, parce que tout ceci, il y en a 1000, il y en a beaucoup, et on peut les simplifier tout simplement en groupes. Et on parle le plus souvent de phyla, c'est-à-dire de groupes, phyla de Bacteroidetes, pour certaines, où on trouve au fait surtout des Bacteroides et des Prévotelles, les principales bactéries qui le composent. Le phylum des Firmicutes, c'est le plus important, beaucoup de Clostridium, on va voir tout à l'heure en fait également. Mais je parlerai principalement des Bacteroidetes et des Firmicutes. C'est un équilibre qui existe en permanence dans notre microbiote. Et puis, un peu moins nombreux, c'est les actinobactéries. C'est à ce niveau-là qu'on trouve les bifidobactériums que vous retrouvez notamment dans les Activa, les yaourts bifidus. Bref, première question, a-t-on besoin de notre microbiote? Est-ce que vraiment notre microbiote est vital? En fait, il n'est pas tout à fait vital. Il y a plein de preuves pour dire qu'il n'est pas vital, mais par contre, il est essentiel. Il n'est pas vital puisque vous savez très très bien qu'il y a des enfants qui naissent par des déficits immunologiques totalement immunodéprimés, qui ne sont pas capables de naître dans un milieu où il y a des bactéries, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous habitons chez les bactéries et dès que nous arrivons au monde, nous sommes en contact avec les bactéries immédiatement. Et des enfants très immunodéprimés ne peuvent pas supporter ce choc bactérien et donc on doit les mettre dans des bulles, on les appelle les enfants bulles, où ils ont une décontamination digestive, ils n'ont pas du tout de microbiote, donc ce n'est pas vital. On ne peut pas étudier ces enfants, on ne connaît pas encore les conséquences de cette absence de microbiote pendant le laps de temps avant de faire la greffe qui va permettre à l'enfant de restaurer son immunité, sortir de la bulle. En revanche, on connaît bien en fait les conséquences chez l'animal. Ces animaux existent, c'est un excellent modèle pour étudier les microbiotes. Ces animaux existent depuis les années 30 environ, en fait, où on est capable de produire des animaux sans aucune bactérie dans son intestin. En revanche, on sait elles ont beaucoup d'anomalies. Tout d'abord, il y a une maturation du système immunitaire qui ne se fait pas. Elles sont extrêmement sensibles aux infections. Elles nécessitent des apports caloriques plus importants. C'est-à-dire que là, on voit immédiatement que, en définitive, les bactéries permettent d'assimiler également certains nutriments et permettent également de digérer mieux nos aliments. Donc, il faut leur fournir à ces souris sans bactéries 20 à 30% d'apport calorique supplémentaire. Donc, ils ont une masse graisseuse qui est plus faible et il y a une anomalie complète de la vascularisation, de la maturation de l'épithélium intestinal. Et je vais essayer de vous expliquer ce qu'il en est. Donc, en quelque sorte, la fonction normale du microbiote intestinal, il en existe une, elle est évidente. Tout d'abord, c'est une protection et une éducation du système immunitaire. Une protection, ça va de soi, c'est-à-dire que tout d'abord, par sa présence, elle crée une barrière. Elle prend la place des bactéries éventuellement, entre guillemets, dangereuses, pathogènes, et elle va s'installer, elle va faire une barrière, une réelle barrière microbiologique contre ces pathogènes. Elle va également produire des substances antibactériennes qui vont tuer d'autres bactéries. Donc c'est la guerre entre les bactéries. Vous avez 1000 espèces de bactéries différentes, 100 000 milliards de bactéries. Vous imaginez bien qu'elles vont interagir entre elles et c'est que le meilleur gagne. Donc on est dans un monde en fait, où il y a la guerre et cette guerre en fait, est importante quand même malgré tout pour notre système immunitaire pour pouvoir l'éduquer. Donc
c'est cette maturation du système immunitaire qui va nous permettre de survivre avec ce microbiote dont on a besoin et nous permettre d'éduquer pour également, éventuellement, combattre les allergies. Je reviendrai sur ce point à la fin de mon exposé. Une régulation du système du tissu intestinal, et c'est important parce que le tissu intestinal, qui est, comme vous voyez ici, en fait, une coupe frontale ou transversale de l'intestin, vous voyez qu'il y a plein de villosités pour augmenter le contact des aliments avec la surface au fait de l'intestin, donc ça augmente la surface d'absorption. Ces villosités, comme vous voyez ici, sont constituées de cellules, on va dire, épithéliales, cellules des entérocytes, des cellules de l'intestin. Ces cellules qui sécrètent un mucus, comme vous voyez ici en rouge. Et cette maturation, pour que la physiologie soit correcte, pour que l'imperméabilité puisse exister entre les bactéries d'un côté et notre milieu intérieur de l'autre, il faut qu'il y ait une maturation parfaite de cette barrière épithéliale, et c'est les bactéries qui le garantissent, entre autres. D'autre part, il y a un rôle métabolique. Les bactéries produisent des vitamines, ils produisent également des acides aminés, ils synthétisent des acides aminés. Par la fermentation, ils produisent des acides gras à courte chaîne qui sont directement utilisés en tant que métabolites actifs. Bref, on va dire qu'on en a besoin. Et c'est aujourd'hui le fruit d'une évolution depuis des millions d'années. Ces bactéries ont appris à vivre avec nous et nous avons appris à vivre avec nos bactéries. Et vous allez voir qu'en définitive, cette plasticité nous permet également Enfin, c'est cette plasticité qui est le témoin de cette évolution depuis un certain temps. Le système immunitaire est indispensable. Un système immunitaire qui ne marche pas, le microbiote ne peut pas s'installer. Il faut qu'il s'installe, on a dit qu'il était essentiel, et ce microbiote va dépendre de plusieurs choses. Du caractéristique de l'hôte, je ne vais pas parler de la génétique des patients. En revanche, le système immunitaire est indispensable, c'est lui qui va le réguler. Si on a des déficits immunitaires, il va y avoir en fait un déséquilibre de la flore où elle ne va pas être normale, où elle va avoir des conséquences. L'environnement et l'alimentation également, c'est la deuxième partie dont je vous parlerai avant d'arriver directement à la pathologie. Donc dans un premier temps, en fait, la maturation du système immunitaire, en fait, le système immunitaire, ces bactéries, notre système immunitaire, très rapidement, il est capable de regarder ce qui se passe en dehors. Ce qui se passe en dehors, il va tout de suite détecter ces bactéries. Le tube digestif qui va être composé, en fait, ces bactéries vont être inclus dans un mucus qui est proche des cellules épithéliales, dans lesquelles il va y avoir des bactéries, et il va y avoir des bactéries plus ou moins admises à s'approcher des cellules ou pas admises à s'approcher des cellules. Il va y avoir, en fait, en quelque part, une stratification de ces bactéries à l'intérieur propre de l'intestin. L'éducation se fait comme ça. Schématiquement, bien entendu, vous avez des cellules qui s'appellent des cellules dendritiques parce qu'elles sont capables de faire des dendrites. Elles traversent le tissu épithélial et elles vont, en fait, en quelque sorte, piocher, un peu échantillonner tout doucement les bactéries qui sont à l'intérieur de l'intestin et dire « Ah, ça c'est une nouvelle bactérie, il faut que j'éduque mon système immunitaire ». Elle revient en arrière, elle éduque son système immunitaire, elle donne la possibilité aux lymphocytes de produire des anticorps, de produire des défensines, et d'une façon générale, très simplement, elle va permettre de réguler et de contrôler la concentration de bactéries très proche de cet endroit-là, des cellules épithéliales, et donc laisser en fait ce microbiome s'installer correctement, avoir en fait un équilibre et en quelque sorte maintenir la paix dans un monde de guerre. Voilà, donc il faut dire ça. Donc on est quelque part, on en a besoin, et puis on est potentiellement dans une guerre, mais grâce à notre système immunitaire, on maintient la paix. Bien entendu, les choses sont plus compliquées que ça, mais je pense que pour mon exposé, il suffit de comprendre ça. À côté de ça, il y a également le microbiote lui-même qui regarde à l'intérieur, qui donne des informations et qui va donner, je vous ai dit, la maturation va permettre la maturation de la barrière épithéliale, va permettre une organisation de la réponse immunitaire et une éducation de cette réponse immunitaire. Et cette éducation, en fait, il y a actuellement 2 bactéries qui sont très à la mode, mais il y en a plein d'autres, j'en cite que 2. Et bien sûr, pas du tout à retenir. Mais ça permet, en fait, les différentes bactéries. Certaines bactéries sont dites anti-inflammatoires, d'autres pro-inflammatoires, c'est-à-dire que certaines bactéries peuvent entraîner une irritation de l'intestin, d'autres peuvent plutôt dire s'il y a des irritants, on va peut-être éteindre cette irritation, cette inflammation. Et c'est cet équilibre qui fait que finalement, on est dans une paix, dans un monde où il y a la guerre.
Et c'est ce déséquilibre peut-être qui va permettre de montrer qu'il existe une pathologie particulière, de montrer qu'il existe un lien entre un déséquilibre, une dysbiose de la flore intestinale et une pathologie particulière. Quand on a un déficit immunitaire, il va de soi qu'on n'est pas capable de contrôler l'équilibre de ce microbiote normalement et on aura forcément une dysbiose. Ça peut être le cas de toutes les maladies, les pathologies inflammatoires et on sait très très bien qu'il existe de nombreux déficits immunitaires dans ce cas-là. Il protège également, et ça actuellement on le suspecte de façon forte, mais faut-il encore le démontrer, contre les allergies. On sait très très bien que dans le monde occidental dans lequel nous vivons, l'OMS le dit, le crie, nous avons de plus en plus d'allergies, contrairement aux pays du tiers-monde où il y a moins de pathologies allergiques. Le diabète de type 1, qui est insulinodépendant, c'est le diabète où on est maigre, il s'agit probablement d'une pathologie qui est auto-immune, allergique en quelque sorte, où on s'attaque contre nos propres cellules. Probablement ce microbiote peut permettre de mieux comprendre ces pathologies allergiques, ces pathologies auto-immunes contre lesquelles aujourd'hui on ne comprend pas grand-chose. Donc il y a quelques pistes, mais aujourd'hui il n'y a aucune preuve réelle de cette avancée. Et enfin, il est responsable, et je vous montrerai à la fin, de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Par syndrome métabolique, j'entends un trouble du métabolisme des lipides et qui entraîne en fait entre autres l'obésité et le diabète. Donc là, je vais essayer de vous montrer, maintenant que je vous ai expliqué un peu le microbiote, qu'on a besoin de ce système immunitaire, voir un peu comment il s'installe, d'où il vient et quelle est sa variabilité. Dès la naissance, l'enfant, quand il est dans l'utérus et dans le ventre de sa maman, il est dans une ambiance strictement stérile. Et dès qu'il naît, c'est à ce moment-là qu'il acquiert son microbiote. Et tout va dépendre de son mode de naissance. Et c'est étonnant, parce que quand on regarde en fait, un enfant qui est né par voie basse, par voie vaginale, il acquiert en fait, les lactobacillus en rouge du vagin de la maman. Voilà les lactobacillus de la maman, voilà les lactobacillus dans l'intestin de l'enfant. Voilà quelques prévotelles qui se trouvent dans le vagin de la maman. Voilà également les prévotelles que l'on trouve dans l'intestin de l'enfant. En revanche, s'il naît par une césarienne, c'est totalement différent. Il va acquérir les staphylocoques et les streptocoques. Comme vous voyez, les couleurs sont à peu près similaires de la flore et du microbiote cutané de la maman. Donc dès la naissance, c'est la maman qui détermine. C'est au moment de la naissance, c'est ce moment crucial qui donne l'empreinte de ce microbiote, qui va modifier, qui va maturer, qui pour être vraiment mûr à partir de l'âge de 1 an. Et effectivement, les bactéries vont se diversifier énormément pendant la première année. Il va y avoir en fait l'implantation des anaérobies qui va être de plus en plus fréquente. Je ne cite pas les noms, ça n'a pas d'importance, c'est des noms en latin. Et toujours est-il, à partir de 1 an environ, on va avoir un équilibre un peu plus important de Bacteroidetes, ce grand phylum dont je vous ai parlé, que de Firmicutes, et qui vont de toute façon évoluer pendant la vie. Mais l'enfant, quand il naît, dès la première année, il y a plusieurs choses il va être réceptif à tout ce qui va se passer dans sa vie de tous les jours. Et l'alimentation. Est-ce qu'il va être alimenté par le lait maternel? On sait déjà que par le lait maternel, les enfants qui sont nourris par allaitement, ils ont moins d'allergies, notamment moins d'asthme. Est-ce que ça a un rôle ou pas? Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve, mais du moins on le suspecte. On voit bien que quand il y a des épisodes de la vie, c'est-à-dire une fièvre, rien de plus courant que chez un enfant, il y a déjà une modification, et vous le voyez peut-être chez vous, non, de ce côté-là. Il y a une modification, il y a quelques pathogènes, il y a une diminution des firmicutes en bleu, il y a une autre proportion qui augmente, et ainsi de suite, jusqu'au moment où finalement on arrive à peu près 50-50, en rouge les Bacteroidetes, les firmicutes en bleu, et vous avez des épisodes intéressants où on a besoin d'antibiotiques, où toute la flore quasiment disparaît. Il y en a certaines qui persistent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ce moment-là, après les antibiotiques, finalement, on récupère notre flore, la flore, ce microbiote qu'on a plus ou moins stabilisé dès la première année. Voilà à l'échelle d'un enfant
à l'échelle d'une population de plusieurs patients, plusieurs individus. Quand on regarde un peu comme un code à barres, c'est-à-dire c'est pas tout à fait la même chose, mais si on devait faire l'identité du patient par rapport au génome de bactéries qu'il existe dans son intestin, on verrait que tous ces bactéries, ces 14 adultes ici, il n'y en a pas un seul qui est identique. Pas un seul qui est identique. En revanche, il y a quelques espèces, quelques génomes de ce microbiome qui se répètent tout le temps, un peu comme si c'était le noyau dur qui restait là. En revanche, quand on prend deux patients différents, deux adultes sains, je dirais, je ne devrais pas parler de patients, et on les suit pendant plusieurs mois, jusqu'à 7 mois, en fait, il y a une stabilité assez importante de ce microbiote. Donc, il y a une individualité. Il y a une individualité du microbiote de la personne. Il y a peut-être une individualité métagénomique, c'est-à-dire de la fonction de l'ensemble de ces génomes et par patient. Donc, vous voyez bien que ça ne dépend pas que de nous et de notre génétique, mais ça dépend également de cet autre génome qui nous compose, c'est tout ce génome 150 fois supérieur au nôtre, qui sont également les bactéries et qui peuvent être responsables de nos pathologies. Alors ce génome évolue. Donc là, vous voyez, vous reconnaissez plusieurs personnages, au fait, le bébé, ce n'est pas moi, mais ça aurait pu l'être. Et vous avez des adultes qui sont connus, qui, à différentes étapes de la vie, ce rapport Firmicutes-Bacteroidetes va changer avec une publication très récente qui date du mois dernier, qui montre effectivement qu'à la sénescence, à partir d'un certain âge de 70 ans, c'est une population de 70 ans, qui montre qu'en fonction de l'alimentation qu'ils avaient, en fonction du fait que les patients étaient ou pas dans des institutions de longue durée, il y avait un microbiote qui était différent, et ce microbiote entraînait une inflammation qui pouvait expliquer différentes pathologies chez ces patients. Donc peut-être une accélération du vieillissement. Ils ont suggéré cette hypothèse, elle reste à démontrer, mais c'est une hypothèse qui peut être intéressante, effectivement. Donc quand on prend un individu, d'une façon générale, vous pouvez parfaitement vous imaginer qu'un individu à un endroit ne va pas avoir le même microbiote qu'un individu en Afrique. En France, nous n'avons pas le même mode de vie, nous n'avons pas la même alimentation. Il y a plein de choses qui sont différentes, et certains se sont posé la question, mais en même temps, est-ce que tout cela a bien un sens ? Une étude intéressante, il y a quelques années, en fait, il y a une équipe italienne avait pris une population d'enfants de 1 à 6 ans au Burkina Faso, qui sont alimentés dans des conditions d'hygiène un peu précaires, avec des aliments, comme vous le voyez ici, du sorgho et du mil, principalement ce qu'on peut un peu assimiler à du blé et à du maïs. D'accord, c'est relativement riche pour la région, mais voilà, c'est principalement des fibres, c'est un aliment très riche en fibres dans des conditions d'hygiène un peu particulières. Et ils ont comparé à des enfants à Florence, donc des enfants européanisés, occidentalisés, et voir leur microbiote. Quelle est la première constatation ? Il y a une constatation qui est très importante, c'est que la diversité de ce microbiote chez les enfants de Burkina Faso est beaucoup plus importante. Cette diversité est probablement en fait c'est une biodiversité qui est importante pour pouvoir pour permettre aux enfants de survivre dans un milieu entre guillemets hostile. La diapositive suivante va vous permettre de comprendre. Passe à la suivante. Effectivement, le microbiote n'est pas tout à fait pareil. Le rapport Firmicutes Bacteroidetes est beaucoup plus faible chez les enfants de Burkina Faso. Et en réalité, ces bactéries qui existent dans l'intestin, dans le microbiote des enfants de Burkina Faso, entraînent une fermentation beaucoup plus importante de certaines fibres. Donc on récupère toute l'énergie des fibres qui n'a pas été digérée correctement pour pouvoir en fait l'assimiler mieux. Et ils ont corrélé, comme vous voyez ici, ça c'est le métabolisme en noir, le métabolisme dû à ces fibres qui ont été directement fermentées par les bactéries, beaucoup plus importante chez les enfants du Burkina Faso qu'en Europe, et qui en réalité protègent également contre des bactéries qui peuvent potentiellement être responsables de diarrhée, donc pathogènes chez ces enfants.
Donc ça a un sens en définitive, c'est finalement, on s'adapte à son environnement, c'est le fruit d'une évolution, c'est peut-être également tout simplement le fait de permettre de se protéger contre les pathogènes qui sont en Afrique. Et on sait très très bien que dans ces zones-là peu médicalisées, la diarrhée peut faire la différence en termes de population. Et donc finalement, c'est peut-être une façon de protéger contre les bactéries et les pathogènes. Alors bien sûr, en fait, deux populations aussi éloignées, c'est un peu normal, on va dire, avec des modes de vie si différents, c'est un peu normal que le microbiote se soit adapté totalement différemment. Alors, la question persistait, est-ce que si on prend un régime aujourd'hui très riche en fibres, très riche en graisse et en protéines, enfin animales on va dire, est-ce qu'il va y avoir une modification? Est-ce que c'est une modification immédiate? Est-ce que c'est une modification beaucoup plus tardive? Et la question a été posée effectivement, et là, ils ont répondu également très récemment, c'est en janvier, c'est une publication de janvier dans une revue scientifique de très très haut niveau, qui montre qu'effectivement, en comparant une population, la même population, en leur faisant avaler, premièrement, le régime riche en fibres, comme vous voyez ici, les 3 premiers tableaux, beaucoup de fibres, pas du tout de graisse animale et pas du tout de protéines, ou quasiment pas. Et à la suite d'un certain temps, il leur faisait avaler en fait, pendant 4 jours un régime animal, très riche en graisse animale, comme vous voyez ici, ou en protéines et très faible en fibres. Et ils ont étudié le microbiote chez ces patients, chez ces sujets sains. C'est assez intéressant de voir les modifications. Ces modifications, il y en a très très peu en réalité qui surviennent dans le régime riche en fibres, une faible diversification, mais ils ont regardé la fonction des gènes, donc le métagénome, et ils s'aperçoivent effectivement qu'ils s'adaptaient très très vite, et la fermentation est principalement tournée sur les sucres qui viennent des fibres. D'accord ? Alors que la fermentation due aux acides aminés qui viennent des protéines, elle n'est pas très importante. C'est tout à fait le contraire dans l'autre régime, et cette adaptation apparaît dès la 24e heure après le régime. Donc, en fait, finalement, ce microbiote qui est en nous, il est capable de s'adapter très très vite et faire la différence très vite entre notre régime carnivore ou herbivore. Et c'est le fait des mammifères supérieurs de pouvoir différencier en fonction de la possibilité de manger de la viande ou de l'impossibilité de manger de la viande ou des céréales principalement, de pouvoir différencier son alimentation, de favoriser également son métabolisme à l'intérieur de l'intestin. Donc vous voyez que ça a un rôle. Mais néanmoins, ils constatent autre chose également, c'est que le régime, et ça leur permet de soulever des hypothèses intéressantes, que le régime très riche en graisse animale, en protéines animales, il y a une importante sécrétion d'acide biliaire, de sucre biliaire en fait en quelque sorte, qui permettent en fait d'enrichir des bactéries qui sont résistantes à ces sucres biliaires. Et effectivement, il y a parmi ces bactéries une bactérie dont Biophila woodwardsia, peu importe son nom, mais qui a été responsable, et qui a été démontré en tout cas chez l'animal, qui est responsable d'inflammation intestinale. Donc quel est le rôle entre ce régime, l'inflammation intestinale, le développement de maladies inflammatoires dans les pays occidentalisés? C'est des questions qui méritent d'être posées. Et c'est peut-être la deuxième partie, c'est ce que je vais vous parler dans la deuxième partie, sauf si vous souhaitez qu'on aborde quelques questions actuellement. Le gros problème qu'il s'agit des pays occidentalisés, c'est le diabète de type 2, c'est l'obésité, qui vont ensemble, et c'est également associé à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, ce diabète qui est un réel, ce diabète, bien entendu, de type 2, c'est-à-dire un diabète, on va dire, insulino-résistant, qui est associé à l'obésité, il est également en fait associé à des facteurs de risque plus importants, qui sont facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension artérielle, une augmentation du cholestérol, des LDL, une diminution des HDL, une augmentation du mauvais, une diminution du bon cholestérol, comme on dit, et notamment, une chose intéressante, c'est qu'il y a une inflammation également qui existe et qui est de bas grade. Une toute petite inflammation qui entraîne pas mal de troubles et qui a quand même
fait poser pas mal de questions qui pourraient être à l'origine de cette explication. Alors tout d'abord, première question, est-ce que le microbiote et la modification de ce microbiote qui se manifeste par une augmentation des firmicutes et une diminution des bactéroïdètes, c'est ce qu'on voit comme dysbiose dans le cadre de ces obésités morbides, de ces obésités associées à des diabètes. Mais est-ce que cette dysbiose est la conséquence? En réalité, est le début. Une expérience très simple est de prendre le microbiote d'une souris obèse et de la transplanter dans une souris qui n'a pas du tout de microbiote et qui est mince. Savez-vous ce qu'il va devenir? Elle va devenir obèse. Et donc finalement, ce microbiote, il est assez spécifique et il a sa responsabilité, évidemment, dans l'induction de ce diabète, de cette obésité chez la souris. Et on peut penser clairement que ce microbiote va jouer un rôle dans le cadre du développement et de l'obésité d'une part, et de l'intolérance à l'insuline et le diabète d'autre part, et également, bien entendu, au fait avec les troubles hépatiques que ça s'associe, et tout ceci est associé à l'inflammation. Alors comment on l'explique et qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors je vais essayer de faire simple, bien qu'il existe des réels mécanismes moléculaires très fins qui permettent d'expliquer cela, et certains chercheurs sont partis tout simplement de l'inflammation. D'où vient cette inflammation? Et si l'inflammation il y a, est-ce qu'elle ne serait pas, au fait, à point de départ intestinal? Alors, effectivement, elle est à point de départ intestinal parce que, comme vous savez, au fait, ça entraîne une dysbiose. Et cette dysbiose qui se crée, qui existe quasiment dès qu'on prend une alimentation très riche en graisse, il y a ce qu'on appelle le lipopolysaccharide bactérien. C'est des bactéries tout à fait particulières. C'est un composé bactérien qui donne une inflammation importante. Et il se trouve que dans le cadre d'un régime riche en graisse, riche en protides, il y a un passage de ce lipopolysaccharide bactérien dans le sang. On l'appelle une endotoxinémie. C'est ce qui entraîne une inflammation. C'est ce qui entraîne une activation hépatique avec probablement des troubles métaboliques au niveau hépatique qui peuvent conduire à ce qu'on appelle une stéatose. Entre guillemets, certains parlent au fait d'une cirrhose sans alcool, c'est-à-dire des troubles hépatiques importants. Elle va entraîner également une inflammation à bas bruit qui va entraîner des troubles du métabolisme au niveau musculaire, avec une mauvaise absorption des sucres due à l'insulinorésistance et une modification totale du métabolisme des graisses avec plutôt une lipogénèse, c'est-à-dire une synthèse de graisses et de cellules graisseuses, plutôt qu'une lipolyse, c'est-à-dire une destruction des cellules graisseuses. Donc on inverse un peu le métabolisme. Principalement, c'est très, très globalement dû, on peut l'expliquer par l'inflammation, et cette inflammation suffit à elle-même pour expliquer schématiquement ce syndrome métabolique de dyslipidémie, d'obésité et de diabète. Donc, en termes de correction, et c'est vrai que M. Lebel en a parlé tout à l'heure, en fait, heureusement que j'ai prévu de répondre à sa question, puisque vous me posez la question, on essaye plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a pour le diabète, il y a des traitements qui sont des régimes alimentaires, et on sait très très bien que le régime alimentaire marche un certain temps, et puis dès qu'il s'arrête, ils reviennent, ils regrossissent. Le diabète, on n'arrive pas à le résoudre facilement avec des régimes alimentaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas équilibrer le régime, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais on va dire qu'il n'est pas suffisant. Et une chose qui a réellement transformé en fait cette pathologie, et il y a une constatation majeure, c'est que c'est la chirurgie bariatrique. Il y a plusieurs approches, je ne suis pas chirurgien, mais M. Lebel pourra en parler bien mieux que moi. Il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques qui marchent le mieux, j'ai vu que c'était celle technique de roue peut-être. En tout cas, ça consiste tout simplement à shunter l'estomac avec en arrière-pensée que le réservoir serait moins important, l'absorption alimentaire serait peut-être moins importante. On maintient, comme vous voyez ici, la sécrétion des sucs digestifs pour permettre la digestion. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement qu'il y a une diminution de l'appétit. Effectivement, il y a l'estomac qui n'existe plus comme réservoir des aliments. Mais des choses très très importantes, c'est qu'il existe des modifications métaboliques et hormonales qui surviennent quasiment dans les jours qui suivent l'intervention, bien avant qu'il ne commence à maigrir.
et également le diabète de type 2 qui quasiment en fait est en rémission dans 80% des cas. Donc, au point où cette chirurgie qui est proposée dans les obésités morbides, hein, où on n'arrive pas du tout à régresser, certains se posent même la question, mais je ne suis pas chirurgien ni gastroentérologue pour poser ce genre d'indication, mais j'ai lu, et c'est comme vous d'ailleurs, qu'on peut éventuellement proposer ce genre d'intervention, où elle serait éventuellement proposée à des diabétiques non, de type 2, bien entendu, qui ne seraient pas dans une obésité morbide. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le plan du microbiote? C'est une révolution pour la guérison, effectivement. C'est une chirurgie qui est faite dans le cadre des pathologies, des obésités morbides. Mais on voit effectivement qu'il y a au moins une inversion des firmicutes et des bactéroïdètes. Et c'est un peu comme si on allait vers le retour à la normale. Mais néanmoins, on aimerait bien avoir une réponse claire et nette aujourd'hui dans le cadre de cette chirurgie. Et je dirais que pour l'instant, il y a des choses qui encouragent. Tout d'abord, la chirurgie bariatrique dans ce cadre-là, elle fait augmenter ces bactéries. Souvenez-vous bien, au début, je vous avais parlé de ces bactéries qui entraînent, c'est les gardiennes de la paix, c'est ce qui permet en fait, d'éteindre la réaction inflammatoire due au microbiote. C'est Faecalibacterium prausnitzii, un nom barbare, peu importe, mais qui aurait tendance à éteindre la réaction inflammatoire. C'est très bien. Mais en même temps, et de façon paradoxale, on constate une diminution des lactobacilles et des bifidobacterium, ce qui nous embête un peu parce que également elles participent au fait d'éteindre cette réaction inflammatoire. Puis il y a une augmentation d'autres types de bactéries, plutôt pathogènes, qui peuvent être expliquées par le fait qu'on a chanté l'acidité gastrique, entre autres. On ne sait pas très bien comment l'expliquer pour l'instant. Toujours est-il, les résultats sont effectivement très encourageants sur ce plan-là, mais les résultats ne sont pour l'instant pas tout à fait reproductibles chez l'homme pour une raison très simple. C'est qu'il faudrait avoir des cohortes qui mangent la même chose, qui prennent les mêmes antibiotiques, et c'est difficile à analyser pour l'instant. Il y a une contradiction, les résultats sont contradictoires chez l'animal, ça c'est évident. Donc le mécanisme reste à comprendre et je pense au fait qu'il ne faut pas forcément dire qu'on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse aujourd'hui, mais je pense que les résultats sont tellement spectaculaires et les techniques sont tellement importantes qu'on finira par avoir une réponse prochainement, je l'espère. Une autre pathologie importante qui, à elle seule, mériterait qu'on en parle pendant une heure, mais ici je ne ferai que vous l'évoquer, car d'une part je ne suis pas gastroentérologue, et d'autre part qui pose des réels problèmes, mais qui n'est pas uniquement dû au microbiote, mais dans lequel le microbiote joue un rôle certainement. Comme je vous l'ai dit à la toute première diapositive, avec l'immunité, il y a des bactéries qui entraînent un contrôle anti-inflammatoire, il y a des bactéries qui entraînent plutôt, qui ont une envie guerrière, les pathobiontes qu'on appellerait, puis il y a les bactéries commensales qui sont là pour essayer de faire en fait un peu maintenir un état de paix dans la guerre, comme je le dis, et ça c'est dans le cadre d'un microbiote normal. Dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, vous avez la rectocolite hémorragique, le Crohn pour la plus courante, on va dire, la plus connue. Il y a une dysbiose qui est manifeste. Une chose qui est importante, c'est qu'il y a une diminution de la diversité. C'est pas tellement un phyla qui augmente comme pour l'obésité, par exemple les firmicutes qui augmentent et les bactéroïdètes qui diminuent. Non, c'est la diversité complète qui change. C'est cette diversité qui permet d'être peut-être en rapport avec les régimes occidentalisés, entre guillemets, où la diversité diminue par rapport aux pays du tiers-monde. Quel est le rôle de ce microbiote? Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de réponse claire de dire c'est telle bactérie qui est responsable de telle chose. Je dirais qu'on est en cours de compréhension. Mais c'est une maladie qui, néanmoins, n'est certainement pas expliquée que par le microbiote, loin de là. C'est des maladies qui sont également complexes sur le plan génétique et c'est la raison pour laquelle je n'irai pas plus loin dans l'explication de ces maladies qui sont complexes. Une autre chose qui n'est pas non plus forcément à négliger, c'est l'axe actuellement. Si je dirais intestin-cerveau, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. On a toujours les yeux
aussi gros que le ventre, plus gros que le ventre si on veut être gourmand, mais c'est quelque chose de vital de pouvoir en fait être connecté également intellectuellement à son intestin, à sa régulation. C'est quelque chose de vital, de physiologiquement vital. Ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est de connecter le microbiote et cette flore digestive, cette fonction de la flore digestive à cet axe. Effectivement, et on peut mieux comprendre que si nous sommes stressés, on va entraîner des modifications au niveau de l'intestin, on va entraîner des sécrétions supplémentaires, on va entraîner une motricité plus importante, et on le sait très très bien puisqu'on a une diarrhée motrice tout simplement quand on est stressé. On va entraîner des modifications de notre microbiote uniquement par notre comportement, par notre façon d'être. Mais en même temps, le microbiote lui-même, les bactéries elles-mêmes vont sécréter des neuromédiateurs. Je ne rentre pas dans les détails, mais des particules qui vont entraîner directement la stimulation de certains neuromédiateurs qui peuvent avoir une influence au niveau de l'axe microbiote, intestin, cerveau. Actuellement, une expérience simple, ancienne, et peut-être quelques mots sur des articles très récents. Une expérience ancienne, on prend une souris qui est agressive, on enlève son microbiote, et on la met dans une microbiote d'une souris qui n'a pas de microbiote. Elle va devenir agressive. Il y a des tests psychologiques chez la souris qui permettent de le voir. Et on prend un microbiote d'une souris non agressive, on la met dans une souris qui n'a pas de microbiote et on regarde un peu son comportement, elle est non agressive. Donc la question étant, est-ce que cette agressivité, ces troubles de l'humeur, ces troubles de comportement ne sont pas en liaison avec un peu le microbiote? J'ai envie de dire, prenons cela pour l'instant avec précaution. On va plus loin que cela. On va même plus loin que cela, et c'est quelque chose de relativement sérieux qui aujourd'hui en fait finit par des publications qui datent d'il y a quelques mois dans Revue Cell, c'est la plus prestigieuse revue que nous avons dans le milieu scientifique, qui montre qu'effectivement il pourrait y avoir une liaison avec les comportements de type autisme. Alors, est-ce que ces bactéries entraînent la sécrétion, et eux ils le montrent dans le cadre des souris, de 4-EPS, peu importe son nom, mais c'est les 4-éthylphénylsulfase, qui pourraient être responsables au fait des modifications de comportement de type autisme dans le cadre de la souris. Donc, à prendre avec précaution. Les bactéries favorisent le métabolisme. Les bactéries produisent des métabolites qui peuvent agir directement sur notre système nerveux central. Et l'axe qui était bien connu depuis Pavlov, depuis pas mal d'années, en fait, et puis depuis la nuit des temps, entre l'intestin et le cerveau, aujourd'hui, il faut inclure un autre partenaire qui est le microbiote. Alors, pour finir, juste un cas clinique, je dirais, en fait, mais avec une découverte récente, c'est des choses qui sont relativement à la mode. Est-ce que le microbiote peut être une voie thérapeutique? Est-ce que la modulation du microbiote intestinal peut être considérée? Et ça, comme j'ai répondu tout à l'heure en fait, au probiotique, je vais définir ce qui est avant le probiotique, le prébiotique. Prébiotique, la définition est écrite ici et je vais vous la lire pour ne pas faire d'erreur, mais en tout cas, c'est les oligosaccharides, c'est des fibres en quelque sorte, qui ne sont pas digérées dans l'intestin, qui ne sont pas vraiment digérés dans l'intestin et qui, quand ils arrivent au niveau du côlon, ils sont fermentés. Et cette fermentation confère un avantage sélectif pour certaines bactéries. Donc, ces prébiotiques qui sont des substances chimiques, d'accord, ce n'est pas des gènes, ce n'est pas des bactéries, ce n'est pas des organismes vivants, c'est juste des substances chimiques qui sont des sucres qu'on retrouve dans les fruits, qu'on retrouve dans différentes des blés de farine, etc., des farines de blé, pardon, farine de blé, et on les retrouve sous forme de oligofructose, arabinoxylane, bref, il y a pas mal de prébiotiques qui ne sont pas digérés, mais qui sont métabolisés et qui sont fermentés par les bactéries, conférant donc un avantage sélectif, donc elles vont croître dans ces conditions-là. Maintenant, on peut donner des probiotiques. J'ai répondu tout à l'heure, c'est des bactéries, des suppléments alimentaires, comme on dit, c'est des organismes vivants, qui soient sous forme de poudre lyophilisée ou sous forme disons que pour l'instant, je n'ai pas d'argument scientifique que j'ai vu réellement clair disant
il faut le prendre dans telle pathologie. Beaucoup d'études montrent qu'il y a un gain. Mais n'oubliez pas que les probiotiques, c'est quand même des organismes vivants et que les prébiotiques, peut-être, aujourd'hui, la communauté scientifique va plutôt vers des prébiotiques et la modulation du microbiote. Alors, une autre chose qui est assez intéressante et dont vous avez probablement entendu parler l'année dernière avec une expérience à Saint-Brieuc, c'est le transfert, la transplantation fécale, tout simplement, pour quelqu'un qui n'a pas du tout de microbiote, pour quelqu'un qui a une dysbiose terrible, comme ça existe notamment dans le cadre des diarrhées aux antibiotiques. Je vais vous expliquer comment ça marche. Est-ce qu'on ne peut pas envisager des traitements aussi radicaux qu'une transplantation fécale? Alors, en quoi consiste et de quoi s'agit-il? En fait, la diarrhée aux antibiotiques, c'est la raison pour laquelle on le fait. En tout cas, c'est la raison pour laquelle c'est la seule justification que l'on peut donner aujourd'hui, même si on l'envisage dans d'autres pathologies, mais pour l'instant, c'est la seule pour laquelle nous avons des preuves que ça marche. Quand on est dans un antibiotique, regardez un peu cette courbe rouge ici, vous avez votre microbiote qui est riche, qui est divers, qui a 10 puissance 14 bactéries, c'est énorme, c'est dans le bol fécal. Et vous donnez des antibiotiques qui vont être actifs sur pas mal de bactéries, elles vont diminuer brutalement la concentration, la diversité, la densité de ces bactéries et favoriser forcément la croissance de certaines bactéries qui sont résistantes, et notamment Clostridium difficile, qui est responsable de ce qu'on appelle la diarrhée post-antibiotique, qui est responsable de la même chose qui est la colite pseudomembraneuse, tout simplement parce qu'il s'implante. Les autres bactéries n'étant plus là, il dit maintenant je suis tranquille, je n'ai qu'à m'implanter au niveau de l'épithélium intestinal. Je m'implante, je sécrète ma toxine, je détruis l'épithélium intestinal et comme ça, je crée une réaction inflammatoire telle que je fais en fait une colite pseudomembraneuse. Vous voyez les pseudomembranes tout autour du côlon. Et donc, c'est une pathologie relativement grave. Heureusement que ça n'arrive pas très, très fréquemment, mais c'est relativement grave. Et donc, dans ce cas-là, bien entendu, on a tendance à arrêter l'antibiotique et paradoxalement traiter avec des antibiotiques qui sont ciblés sur ces bactéries. Il suffit néanmoins d'arrêter les antibiotiques et normalement, la flore fécale, le microbiome revient en fait à l'état basal et bien entendu, il confère en fait tout simplement une protection au niveau de l'intestin et il protège de cette infection-là. Maintenant, on envisage en fait, même s'il y a eu des délires artistiques en fait, pour essayer d'impacter en fait, les selles, je pense qu'aujourd'hui, à côté de ce concept un peu artistique qui était au début des années 60, aujourd'hui on peut dire que ça a été envisagé, ça a été réellement fait, avec les selles humaines et principalement, comme la variabilité dans le cadre des selles, on la trouve la moindre des variabilités dans le cadre de la famille, au sein de la famille. On prélève des selles de la famille. On ne l'a pas encore fait à Rennes, mais si ça devait être fait, on pourrait peut-être le faire. On les prépare, on les dilue, on les conditionne dans un conditionnement en fait, médical, et on les passe par une sonde gastrique dans l'espoir de restaurer cette flore intestinale qui est déficiente. Alors, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée, qui a fait également en fait, relativement importante, critiquée néanmoins, parce qu'elle pose encore quelques problèmes, et on va voir en fait quels sont les problèmes, mais ce sera après les 2 dernières diapos que j'aurai à vous présenter. Il ne faut pas oublier que la première tentative avait été faite déjà en 1960, au moment où certains artistes s'amusaient en fait, à empaqueter les excréments. Et puis ça a été abandonné parce que impossible de comprendre ce que c'est ce microbiote, cette flore intestinale très compliquée, impossible à comprendre. Et ça a été fait, en fait, publié en 2013 dans une revue prestigieuse de médecine où on montre effectivement pour ces patients qui ont une diarrhée due aux antibiotiques récurrente qui ne peut pas être traitée, qui n'est pas traitée facilement, quand on fait une transplantation fécale, il y a 80% qui guérissent contre 20% de ceux qui ne guérissent pas. Elle est critiquée parce qu'elle n'a pas suffisamment de patients. Il y a en fait un effectif de 16 patients par groupe. Vous savez qu'on est très attaché à ce caractère en médecine, mais néanmoins, ils ont eux-mêmes arrêté quand ils ont vu que ça marchait trop bien. Ils ont dit que c'est plus éthique de continuer. Est-ce que cela est vrai? En fait, il ne faut pas s'enthousiasmer trop vite, même si c'est très encourageant, parce que ça pose encore pas mal de problèmes. Tout d'abord, en fait,
Le donneur optimal en termes de profil de microbiote, on ne sait pas qui c'est. À qui on va prélever les selles? Comment les conditionner? Comment vérifier qu'il n'y a pas de pathogènes, des virus? Est-ce qu'on est capable de complètement tout séquencer en seul coup? Ne croyez pas que le séquençage et la caractérisation du microbiome se fait en 15 minutes. Il faut des mois pour un patient, donc ça ne se fait pas en 5 minutes. Bref, ce n'est pas si simple que ça de savoir qui est le bon donneur, comment caractériser ces selles, comment les conditionner, quelles sont légalement les précautions à avoir. Et vous voyez bien que pour le sang, c'est quand même, en fait, entre guillemets, une transplantation. L'idéal, ça serait de synthétiser en fait, un microbiome intestinal synthétique, mais pour l'instant, on en est loin. Quelles sont les bactéries? Est-ce qu'on a tout compris? Je pense qu'on va vite. Il y a 50 ans, il y a eu une première tentative. Actuellement, on sait que ça marche. Il y a des essais qui sont en cours un peu partout dans le monde, même ici dans la région, si je ne me trompe pas. Et une certitude, en tout cas, s'il faut mieux comprendre, c'est certain, les recherches ne vont pas s'arrêter tout de suite, et en tout cas, on n'attendra pas 50 ans. Voilà pour ce qui est de la thérapeutique, la modulation potentielle du microbiome, et je souhaiterais finir en fait pour vous dire que effectivement c'est un monde complexe, obligatoirement puisqu'il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de bactéries, il y a toutes ces bactéries qui sont entre elles qu'on ne sait pas très bien comment elles s'agissent, mais il faut prendre conscience d'une certaine chose, c'est qu'on est réellement au début d'une aventure. Cette aventure en fait avec une réelle conscience que l'homme n'est pas que ses propres gènes. Ses propres gènes ne suffisent pas. L'homme est également ce qu'on appelle un génome complexe, un métagénome qui comprend son génome et 150 fois un génome microbien, qui n'est pas rien, qui interagit avec lui. Même si c'est un organe extérieur, c'est-à-dire que c'est dans son intestin, néanmoins il interagit avec lui, il échange avec lui, et c'est un génome complexe. C'est, comme je dis là, en fait, c'est vrai que c'est un monde intérieur à lui tout seul qui résulte d'une très longue évolution. Et c'est cette évolution qui permet une certaine adaptabilité et une certaine plasticité également. Il y a des preuves, et actuellement, après la caractérisation et la cartographie en quelque sorte de microbiote, il y a des preuves dans son implication dans certaines pathologies, et vous allez voir que ça va aller de plus en plus vite dans le cadre de ces caractérisations. Peut-être on ira vers les maladies auto-immunes, peut-être on ira vers les maladies allergiques. Je ne sais pas très bien vers quoi en fait tout ça va nous mener, mais ça va nous mener quelque part, c'est évident, puisque cette interaction n'est pas anodine. D'autre part, en fait, c'est un réel défi pour nous microbiologistes, puisque les 70% des bactéries qu'on n'est pas capable de cultiver, il faut qu'on retrousse nos manches et qu'on travaille dessus pour pouvoir en fait les faire pousser, mais néanmoins c'est très difficile d'obtenir des sous pour des travaux de recherche qui risquent de n'aboutir à rien, parce qu'on risque de ne pas aboutir à une culture correcte, comme c'est le cas pour certaines bactéries encore aujourd'hui. Comment comprendre que des bactéries de 1000 espèces différentes interagissent entre elles? Ça va être un défi et ça va être des années et des années de recherche pour comprendre ça. Une interdisciplinarité, ça va être indispensable. Il va y avoir des mathématiciens qui vont interagir, des ingénieurs pour pouvoir faire des robots, pour aller prélever de façon bien précise au niveau de l'intestin que l'on souhaite éventuellement délivrer des probiotiques si on veut les délivrer comme ça. Des bioinformaticiens, des mathématiciens, des modélisateurs, enfin bref, une interactivité indispensable pour pouvoir avancer dans ce domaine. Et c'est peut-être également un nouveau défi sociétal. C'est pas rien dans la mesure où peut-être que faut-il définir ce que c'est un microbiome normal, à qui appartient un microbiome, si on est en fait dans le cadre d'un microbiome normal ou pas. Peut-être revoir les choses autrement en fait sur le plan disciplinaire, etc., etc. Je finirai sur une diapositive un peu artistique pour dire qu'en réalité, on est vraiment à la croisée des chemins. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept, le microbiote, jusqu'à là, on ne pouvait pas l'explorer. Et un peu, c'est l'équivalent de l'urinoir de Duchamp, qui, par rapport au fait à l'art relativement ancien, à mon sens, c'est réellement le tournant vers l'art contemporain, vers des chefs-d'œuvre comme ceux de Picasso, mais également vers plein d'autres choses, au fait, comme la découverte du microbiote nous réserve, c'est-à-dire, en fait, vraiment, c'est tout un monde qui va s'ouvrir devant nous. Comme les différents artistes vous voyez ici, il y aura probablement différentes spécialités, différentes découvertes qui vont être faites dans les années à venir grâce à cette avancée biotechnologique et à la découverte et à la compréhension du microbiote.
Voilà.